Les plats, sur les tables de la salle à manger du bateau de croisière, semblent tout juste avoir été préparés. On dirait que tout le monde vient à peine de partir. Tu paniques et tu te précipites à l'extérieur, sur le pont principal. Des pantoufles et des sandales traînent un peu partout, mais il n'y a personne. Tu te penches par-dessus la rambarde et tu vois que le navire avance toujours. Mais il n'y a pas un seul membre d'équipage en vue. D'abord, tu te dis qu'ils se sont tous rassemblés quelque part pour une raison que tu ignores. Alors, tu te diriges vers la passerelle de navigation. Tu traverses de longs couloirs labyrinthiques pour atteindre la timonerie. La porte est grande ouverte et le régulateur de vitesse a été enclenché. Quelques scénarios défilent dans ta tête. Le scénario numéro 1 est que pendant que tu dormais, tous les autres se sont réveillés et ont décidé de te faire une farce. Ils doivent donc se cacher quelque part sur le navire. Au moment où tu paniqueras parce que tu te croiras seul, ils sortiront tous de leur cachette pour te surprendre. Et il y aura une fête et du gâteau. Le deuxième scénario que tu imagines est que pendant que tout le monde profitait de sa croisière, le navire est accidentellement entré dans la 4e dimension, emmenant tout le monde avec lui, y compris les animaux. Mais alors, pourquoi est-ce que tu es encore là, toi ? Dans le 3e scénario, les passagers et l'équipage ont trouvé un meilleur bateau et ont décidé d'abandonner celui-ci pour continuer la croisière sur l'autre. Ils ont tout simplement oublié de te le dire. Mais pourquoi n'ont-ils pas emporté leurs affaires et n'ont-ils même pas pris le temps de finir leur repas ? Tu essayes de comprendre comment fonctionnent les commandes. Mais pour toi, tous ces boutons et ces lumières qui clignotent ne forment qu'un immense gadget incompréhensible. Il n'y a pas de manuel, mais il y a une connexion Wi-Fi et elle est assez bonne. Tu démarres ton ordinateur portable pour faire une recherche rapide afin de savoir comment piloter cet énorme véhicule. Tu comprends rapidement que le navire est en pilote automatique. Il est équipé de capteurs capables de détecter les moindres variations de la houle. Tu vas sur les réseaux sociaux pour essayer de contacter quelqu'un, mais ton téléphone n'a pas de signal. Seul ton ordinateur portable est connecté grâce à son câble. Il y a une radio pour contacter le continent. Tu appelles, mais personne ne répond. Soudain, des notifications s'affichent. Tu vois les photos de tes amis qui sont partis en vacances ou restés chez eux, mais il n'y a personne dessus. Tu ne vois que des chambres vides, des paysages désertés. Tout le monde semble avoir officiellement disparu, sauf toi. Tu essayes une dernière fois de contacter quelqu'un, n'importe qui, mais personne ne répond. Tu vérifies l'itinéraire de la croisière et tu découvres qu'il faudra environ 11 jours au bateau pour atteindre le quai le plus proche. En étudiant la carte, tu remarques une petite île isolée. Elle ne se trouve qu'à 4 jours de voyage. Le bateau de croisière se déplace à une vitesse d'environ 20 nœuds, soit à peu près 37 km/h. Tu décides de visiter le navire et d'entrer dans des salles où tu n'as normalement pas accès. Les publicités à la télévision montrent un bateau de croisière entièrement vide, sans personne à bord. Lors d'une croisière de 7 jours, un tel navire utilisera plus de 4080 kg de laitue et 20 400 kg d'œufs. En général, on consomme 2000 steaks et 1000 pommes de terre au four par jour sur une croisière de plus de 1000 personnes. Il y a tellement de nourriture et d'ingrédients sur le bateau que, théoriquement, tu pourrais tenir pendant des années. Tu te rends à la réception et tu saisis le micro qui sert aux annonces officielles. « Il y a quelqu'un ? Vous êtes là ? » Mais personne ne te répond. « Si c'est une farce, ce n'est plus drôle. Vous pouvez sortir maintenant. Je vais aller manger un bout sur le pont. » Tu attends quelques instants, mais en vain. Tu décides de visiter les étages inférieurs du navire. Mais avant de descendre, tu vas jeter un œil à la patinoire. Là non plus, il n'y a personne. Tu enfiles des patins et tu fais un petit tour. Ça fait du bien. Personne n'est là pour t'embêter ou pour te dire quoi faire. Après ça, tu visites la salle de loisirs et tu essayes quelques jeux d'arcade. Comme tu disposes d'une réserve de jetons illimitée, tu joues pendant des heures. Le soleil commence à se coucher, alors tu décides de te servir une boisson rafraîchissante et de profiter du panorama. Tu t'assieds sur le pont supérieur où seuls les passagers les plus fortunés sont autorisés et tu t'installes sur un immense transat. Tout est si calme, tu n'entends que le bruit de l'océan. Tu t'endors et tu ne te réveilles que le lendemain matin à cause du soleil. Tu vas te promener, cherchant quelque chose à faire. Tu attrapes un club de golf et tu commences à lancer des balles. Tu les envoies toutes dans la mer pendant des heures, jusqu'à ce que l'ennui te prenne. Tu t'aperçois que tu t'es laissé distraire et tu décides de te rendre sur les ponts inférieurs. Tu pénètres dans une salle réservée à l'équipage avec une carte d'accès que tu as trouvée par terre. Tu commences à descendre vers le fond du navire. Il fait de plus en plus sombre. L'électricité ne fonctionne pas, alors tu te munis d'une lampe torche et tu explores les salles. Les membres de l'équipage vivent généralement dans des cabines de style dortoir avec des lits superposés. Ils disposent aussi d'un espace commun pour prendre leurs repas et ont accès à certaines activités de loisirs. Les cuisines qui préparent les repas des principaux restaurants sont également situées dans les zones inférieures. Toutes les cabines se ressemblent. Il y a beaucoup de bruit provenant de la salle des machines. Ça te donne la chair de poule.
Les tuyaux grincent et les bruits secs se font entendre un peu partout. L'éclairage clignote. Des ombres ont l'air de te suivre lorsque tu te déplaces avec la lampe torche que tu as ramassée dans l'une des salles. Tu as peur. Tu appelles pour savoir s'il y a quelqu'un. Mais tout ce que tu entends, c'est ta propre voix qui résonne dans les couloirs. Tu es perdu. Tu essayes de retrouver ton chemin vers les ponts supérieurs, mais tous ces couloirs se ressemblent. Tu te mets à courir et tu paniques. Tu trébuches sur quelque chose et tu perds ta lampe. Il fait très sombre. Tu agites tes bras dans tous les sens en essayant de trouver la sortie. Tu poses tes mains sur les murs pour tenter de t'orienter. Tu vois enfin une lumière vive au bout du couloir. Tu te diriges vers elle. Tu arrives dans l'une des cuisines centrales où tu trouves énormément de nourriture. Il y a des dizaines de frigos et même une cuisine entière consacrée au dessert. Ton estomac crie famine. Tu manges des mets parmi les plus exotiques et les plus haut de gamme. Chacun d'entre eux peut coûter jusqu'à 1000 € dans un restaurant de luxe. Tu passes les jours suivants à te régaler de délicieuses friandises, à jouer au golf et à faire la fête sur la piste de danse. 3 jours plus tard, tu as consommé tous les plaisirs que tu pouvais consommer sur le bateau de croisière. Tandis que tu te prélasses au soleil, tu aperçois une île au loin. Tu attrapes tes jumelles et tu vois le quai. Le navire se dirige droit vers lui. Tu retournes rapidement à la timonerie pour consulter la carte. Le bateau arrivera dans 30 minutes. Mais tu ne sais pas comment le faire accoster. Tu décides de baisser l'ancre pour arrêter le bateau. Tu utiliseras ensuite un canot de sauvetage et tu rameras jusqu'à l'île. Tu rassembles du matériel et des vivres et tu pars. Peut-être que quelqu'un sur l'île pourra t'aider. Tu descends et tu rames jusqu'au rivage. Tu entres dans la ville, mais elle aussi est déserte. Les gens ont abandonné leurs voitures sur les routes au beau milieu de leur trajet. Tu te rends au poste de police dans l'espoir d'obtenir des informations, mais rien. Quelques mois plus tard, tu as exploré l'île d'un bout à l'autre en consommant les réserves du bateau de croisière. Au bout de 5 ans, l'île est entièrement sous ton contrôle et tu as appris à piloter le navire. Tu n'as pas vu une seule personne depuis ce jour déjà lointain. C'est comme si tout le monde avait disparu, littéralement volatilisé. 10 ans plus tard, tu es assis dans la tour radio. Ta barbe est longue et tu as cultivé des champs sur toute l'île. Ça fait 3 ans que tu n'as pas mis les pieds sur le bateau. Soudain, tu captes un signal en morse sur la radio. Quelqu'un sur le continent essaye de te contacter. Tu décides de remonter sur le bateau et de rejoindre la civilisation. Un flash lumineux t'aveugle. En ouvrant les yeux, tu vois des gens en combinaison de protection et en masque à gaz. Tu es entouré d'étranges appareils scientifiques. Qu'est-ce qui m'arrive ? Un scientifique masqué te touche l'épaule. Mais tu en vois un autre qui glisse un scanner dans le dossier intitulé « Traitement de la mémoire ». Hé, c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Tu essaies de te lever, mais tu te rends compte que tes bras et tes jambes sont attachés à la table et que ta tête est maintenue par des sangles. La panique t'envahit, mais tu entends alors une voix calme et chaleureuse. « Bonjour, Sky. »« Laissez-moi partir. »« Chut, mon garçon, calmez-vous. Tout va bien. Vous avez eu quelques ennuis hier. » Chers collègues, pourquoi l'avez-vous attaché comme ça ? Ce n'est pas un monstre, pas vrai ? Les scientifiques te libèrent et l'homme en blanc continue de te regarder avec un large sourire. Je suis le docteur Merville. Je vous assure que vous êtes en parfaite sécurité. Vous avez été victime d'une expérience horrible et nous vous avons sauvé. Et ce verre sur tout mon corps, est-ce que je vais récupérer ma peau ? Bien sûr. Aujourd'hui, mes collègues vont créer un médicament spécial pour vous. Cela va prendre un peu de temps, mais ce soir, vous serez comme avant. Et demain, nous vous aiderons à rentrer chez vous. En attendant, mes collègues vont vous escorter jusqu'à votre chambre. Vous avez besoin de repos. Ouf, on dirait que tu peux enfin respirer. Tu as eu de la chance. Ces gens ne veulent que ton bien. La montre du docteur Merville émet un bip. À plus tard, Sky. En marchant dans le couloir qui mène à ta chambre, tu penses à ta maison et au fait que bientôt, ces scientifiques vont t'y ramener. Ton père doit être fou d'inquiétude, car tu n'es pas rentré à la maison depuis plusieurs jours. Soudain, une grille de ventilation tombe du plafond, directement sur la tête de l'un des scientifiques masqués. 2 inconnus, un homme et une femme, en surgissent. L'homme pointe sa main vers toi. Une boule violette apparaît au-dessus de celle-ci. Ça ressemble à une boule d'énergie. L'homme lance cette boule qui passe devant toi. Tu entends comme une décharge électrique. Tu regardes autour de toi et tu vois que les scientifiques ont des étincelles qui leur sortent des yeux. Leur tête commence à s'agiter
Puis elle se détache et tombe sur le sol. Il s'avère que ces gentils chercheurs étaient des robots depuis le début. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous aviez promis de me ramener chez moi. Tu serres les poings pour frapper ces inconnus. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Tu n'as qu'un mot à dire, Claire, et je l'achève. Ce type a l'air balèze. Il semble prêt à en découdre avec toi. Calme-toi, Bob. Écoute, Sky, ils t'ont menti. Je peux t'aider à te débarrasser de ta peau de verre. Tu te souviens de moi? Non, je devrais. Vous ne m'avez pas l'air très chaleureux. Tu es sûr de voir ces deux-là pour la première fois. Des larmes apparaissent dans les yeux de la jeune fille. Et tu sens une odeur d'essence. Cette odeur te semble familière, mais tu as du mal à t'en souvenir. Fais-moi confiance, on va te montrer. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu prends sa main. Claire te mène à une porte. Ses larmes coulent sur la poignée. Elle claque des doigts et y met le feu. La porte s'ouvre. Tu montes sur une chaise et tu vois une salle de conférence. Regarde, tu vas tout comprendre. Reste juste silencieux. Tu entends une voix familière. Elle vient du conduit de ventilation. C'est le docteur Merville. Les scientifiques qui s'occupaient de toi sont réunis autour d'une table ronde. Le docteur Merville semble présider l'assemblée. Messieurs, nous sommes dans la dernière ligne droite. Demain, lorsque la dernière phase de l'expérience sera terminée, nous aurons une véritable escouade de personnes dotées de super pouvoirs. Et nous pourrons enfin prendre le pouvoir sur Terre. Soudain, plusieurs scientifiques surgissent dans la salle et chuchotent quelque chose à l'oreille de Melville. Vous avez perdu la tête? Trouvez-les tout de suite. Il ne faut pas les laisser s'échapper. En fait, ce docteur veut juste se servir de toi. Tu n'es qu'un vulgaire cobaye pour lui. Mais comment est-ce possible? Et pourquoi? Bob, aide-le. Vite. Bob pose la main sur ton front. Ta tête commence à te faire mal, très mal. Tu vois des souvenirs défiler devant tes yeux. Tu te rappelles de la vue depuis le hublot de la station spatiale, de Claire et du fait qu'on te retient ici de force. Claire! Claire! Sky! Nous devons vite retourner sur Terre. Mon père trouvera un moyen d'arrêter le docteur Merville. Je sais comment aller au quai d'embarquement. On pourra voler un vaisseau et rentrer chez nous. Mais d'abord, on doit sauver toutes les personnes retenues ici. On ne peut pas les laisser là. Sky, il y a des milliers de robots ici et nous ne sommes que 3. On n'y arrivera jamais. Mais regardez ce que nous pouvons faire. Bob vient de détruire le robot avec une boule électromagnétique. Et toi, tu as carbonisé ses serrures. Ensemble, on peut unir nos pouvoirs contre eux. Tu as raison, Sky. Nous sommes différents à présent. Claire, tu peux te rendre au centre de contrôle et ouvrir les cellules? Bob et moi allons libérer tout le monde, puis nous irons au vaisseau. Ça marche. Vous avez un plan d'évasion. Mais à peine sorti de la pièce, vous voyez plusieurs dizaines de robots. Ils pointent des blasters sur vous. Vous êtes piégés. Vous pensiez que quelques ados naïfs pouvaient me battre? C'est encore mieux. Nous allons mener la phase finale de l'expérience dès maintenant. La fille sera la première. Tu vois des robots amener un laser géant au labo et le pointer sur Claire. Vous n'avez aucune idée de l'erreur que vous avez commise en décidant d'expérimenter sur nous. Tu essaies de te libérer, mais ta peau commence à craqueler sur tout ton corps. Tu ferais mieux de regarder, Sky. Elle va souffrir à cause de toi. Je t'avais demandé de rester tranquillement dans ta chambre. Tu es furieux. Des craquelures bleues recouvrent ta peau. Tu déchires les sangles, mais les robots te retiennent. Le docteur Merville allume son canon laser. Il se met à bourdonner. Dans un instant, il ouvrira le feu sur Claire. Ces ados naïfs vont te montrer de quoi ils sont capables. Tu fermes les yeux et tu t'imagines en train de sauter d'un arbre. Ta mère te rattrape dans ses bras et te dit « Tu es mon héros, Sky, tu le seras toujours. » Tu ouvres les yeux. Ton cœur bat très vite et tu parviens à trouver la force de repousser les robots. Aïe! Le laser te fait mal, mais tes fissures guérissent rapidement. On dirait que ton bras droit devient encore plus solide. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette lumière si brillante? Ton bras se transforme en diamant? Oui.
Tu vois les robots se précipiter vers toi, mais tes puissants coups les mettent en pièces. Plus tu t'énerves, plus ton corps se durcit, et plus il se recouvre d'éclats de diamants. Sky, arrête, calme-toi ou ton corps va entièrement se transformer en diamant. C'est ce que veut Merville. Claire a raison, le plus tes émotions négatives sont fortes, le plus de changements se produisent dans ton corps. Le docteur Merville court vers la sortie. Tu le poursuis, mais il disparaît derrière les lourdes portes. Tu libères tes amis. Sauve les autres avant que les robots ne les atteignent. Je vais aller au centre de contrôle pour ouvrir les cellules. On se retrouve au quai d'embarquement. Claire, fais attention. Je ne me le pardonnerai jamais s'il t'arrive quelque chose. On se retrouvera. Mais comment ? Des larmes apparaissent dans ses yeux et elle s'enfuit, laissant derrière elle des gouttes d'essence. Elle s'embrase une seconde plus tard, laissant une trace derrière Claire. C'est comme ça que tu pourras la retrouver. Sky, vite! Bob et toi vous frayez un chemin parmi des dizaines de robots jusqu'aux cellules. Bob, il y en a trop! Touche-la, maintenant! Tu es sûr? Tu touches la boule d'énergie violette avec ta main en diamant. Elle la traverse et se démultiplie. Bob envoie toutes ces boules directement sur les robots, qui s'effondrent tous simultanément. Waouh! C'est génial! Oui, on est des super-héros! Au même moment, Claire court au centre de contrôle. 2 robots bloquent sa route et l'attrapent. Mais les yeux de Claire se mettent à briller. Les yeux des robots s'illuminent aussi, et ils commencent à se battre entre eux. Claire continue son chemin. Elle appuie sur un bouton et le signal « Cellule ouverte » apparaît à l'écran. Bob et toi voyez toutes les portes s'ouvrir dans le couloir. Une vieille dame sort de sa cellule. Elle a une sorte de projecteur lumineux à la place d'un œil. « Grand-mère, vite, on doit s'enfuir !»« C'est mon chien. Viens ici, Sonic. Suivez-moi tous. On va rentrer chez nous. » Plusieurs robots vous attendent dans le couloir. Tu entends ton chien aboyer. Vas-y, Sonic, occupe-toi d'eux. Tu tournes la tête et tu vois ton chien prendre de l'élan, puis sauter sur les robots, se transformant en porc épic volant. Il les renverse tous en roulant sur lui-même. Bon toutou, il n'y a pas à dire, tu portes vraiment bien ton nom. Vous avez presque atteint votre but. Vous arrivez devant une porte gigantesque qui mène au quai d'embarquement. On y est, on forme une super équipe. Mais où est Claire? Peut-être qu'elle a été capturée? On doit faire vite, Sky. Je n'irai nulle part sans elle. Soudain, un bruit terrible te perce les tympans. Tu as mal à la tête, tu te tords de douleur et tu tombes au sol. Le docteur Merville apparaît avec une sorte d'émetteur à la main. Pardon, Sky. Il a suivi les flammes que j'ai laissées pour toi. Vous vous prenez pour des super-héros, hein? Et que pensez-vous de ma dernière invention? Je vous propose un marché. Vous pouvez continuer à lutter, mais je vous ferai mordre la poussière. Ou je laisse tout le monde partir, mais toi, Sky, tu restes avec moi. Sky, ne fais pas ça. On peut faire sauter la porte, puis on trouvera une solution. Tu peux tenter de fuir, mais tout le monde risque de souffrir. Mais si tu te rends, tu ne reverras jamais ta maison. J'accepte. Éteignez ce truc. Tu dois rejoindre le docteur Merville. Et maintenant, tu vas oublier tout ce qui s'est passé. Je vais te transformer en un énorme diamant qui m'aidera à prendre le contrôle total de la Terre. Le docteur Merville appuie sur des boutons et tu te couvres le visage de ta main. À ce moment, un flash illumine tout le couloir. Le rayon se réfléchit dans ton bras en diamant et il revient en arrière, frappant le docteur Merville. Le docteur Merville change soudainement de visage. Il ressemble maintenant à un homme tout à fait ordinaire. Oh, salut tout le monde! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est incroyable! On dirait qu'il a perdu la mémoire. Sky, c'est notre chance, cours! Comment pouvons-nous ouvrir cette porte? Soudain, la vieille dame fait un pas en avant. La lumière qui sort de son œil se concentre. Elle fixe la porte et la lumière révèle un passage au travers de celle-ci. Tout le monde franchit la porte. La lumière s'éteint et le passage se referme derrière vous. Maintenant, plus rien ne vous empêche de rentrer chez vous. On rentre à la maison. Maintenant, je dois me souvenir de tout ce que mon père m'a appris. Vous volez à travers l'espace, enfin libre. Bob et Claire sont là,
et Sonic est couché à tes pieds. Vous avez vu ce qu'a fait notre super grand-mère? Comment avez-vous fait pour nous faire passer la porte? La vieille dame fait un clin d'œil, tout le monde rit. Tu nous as sauvés, Captain Sky. Pardon d'avoir été si lâche. Rien n'aurait fonctionné sans ton aide. Attends, tu as dit capitaine? Mais bien sûr, capitaine, tout le monde est d'accord. Tous tes nouveaux membres d'équipage sourient et acquiescent. Tu es mon héros. Tu ne pensais quand même pas que j'allais te laisser là-bas? Tu t'approches de Claire et l'embrasses sur la joue. Ta main de diamant redevient soudainement du verre. J'ai vraiment envie de retrouver ma peau. Tu as dit que tu savais comment faire? Mon amie est une grande scientifique. Quand nous serons sur Terre, elle t'aidera. J'espère juste que ce n'est pas un robot. Hein? Qu'est-ce que c'est? Papa? Bien sûr, il n'y a que lui pour passer un appel dans l'espace. Fiston, tu vas bien? Tu vois des militaires en uniforme debout derrière ton père. Oui, on vole en direction de la Terre. J'ai tellement de choses à te dire. Je suis heureux de l'entendre, mais tu ne peux pas rentrer sur Terre. L'appel se coupe. Tu paniques et tu te mets à appuyer sur tous les boutons. Papa, attends, pourquoi? C'est à ce moment-là que tu réalises que vous êtes seul dans l'espace et qu'il n'y a aucun moyen de rentrer chez vous. Il fait noir. Tu ouvres les yeux et vois une lumière vive. Des silhouettes semblent clignoter autour de toi. Tes yeux s'habituent à la lumière et tu remarques que tu es dans un hôpital. Des médecins en combinaison de protection et masque à gaz se tiennent devant toi. « Comment vous sentez-vous » demande l'un d'eux. Tu ne te souviens de rien. Tu te grattes la tête et entends un étrange bruit de frottement. Tu regardes ta main, elle est en verre. Tout ton corps est recouvert de verre. Les médecins disent qu'il y a eu un accident, mais tu ne te rappelles de rien. Tu descends de ton lit et remarques que tout le sol est recouvert d'un épais tapis. C'est nécessaire pour éviter de te briser la peau contre la dureté du sol. Il est difficile de te déplacer, tu te sens fragile. Tout contact avec des objets provoque des fissures sur ton corps qui te brûlent. Les médecins te proposent de la purée de pommes de terre, mais tu n'as pas faim. Tu veux savoir ce qui se passe et pourquoi tous les gens ici portent un masque à gaz. On te dit que tu as été retrouvé dans une décharge où des scientifiques effectuaient des tests avec du sable, du feu et des radiations. Personne ne sait comment tu y es entré, mais ton corps a changé. Tout le monde ici porte des masques à gaz et des combinaisons de protection, car tout contact avec toi peut être potentiellement dangereux. Tu te trouves actuellement dans un centre de recherche spécial. Des scientifiques et des médecins du monde entier vont t'étudier. Tu veux rentrer chez toi pour voir tes parents et tes amis, mais le médecin dit que c'est impossible. Tu dois être examiné afin de déterminer le potentiel de tes capacités. Tout ira bien, ajoute-t-il. Mais sa voix est étrange. Il cherche comment ce verre est interconnecté avec les cellules de ton corps. Par exemple, si une tasse tombe sur ton pied, ta peau se fissure, mais après quelques heures, cette dernière disparaît et ton pied redevient lisse. Tes organes, os et tissus mous sont normaux. Seule ta peau a acquis les propriétés du verre. Tu peux également rendre ta peau de verre transparente à volonté. Cela te permet de voir tes muscles, ça fait peur. Tu es sous surveillance constante. Presque personne ne te parle ou ne te montre son visage. Tu es nerveux car il n'y a aucune fenêtre. Les plantes sont artificielles et chaque nuit, ta chambre est fermée par une serrure magnétique. Tu bouges doucement, de peur de briser un morceau de ta peau. Les scientifiques te promettent qu'ils vont résoudre ce problème. Ils te mettent sur une civière, t'attachent et t'emmènent quelque part. Le docteur prétend qu'il sait comment te rendre moins fragile. Tu dois lui faire confiance. Il t'emmène dans une pièce sombre. Le médecin te demande de garder les yeux fermés pendant toute l'opération. Tu regardes autour de toi et remarques d'énormes fours où l'on compte visiblement te mettre. Tu demandes de tout arrêter. Cela ne te dérange pas de rester fragile. Les scientifiques te glissent dans l'un des fours. Tu cries. Il y a des flammes autour de toi. Tu fermes les yeux. C'est de plus en plus chaud. Le feu t'enveloppe complètement. C'est comme si tu étais à l'intérieur d'un volcan, sauf que tu ne ressens aucune douleur. Après quelques minutes, les flammes disparaissent. De l'air froid commence à souffler sur ton corps. Les chercheurs te sortent du four. Tu demandes à ce qu'on te détache. Fais-le toi-même, te répond-on. Tu tends tes muscles et romps facilement les sangles. Tu te tiens debout sur le sol, sentant une force incroyable dans ton corps. Le médecin te dit que tu es maintenant fait de verre trempé. Cela signifie que tu es plus résistant que le béton et certains métaux.
Pendant toute la journée, on teste ta nouvelle peau. Tu peux facilement briser des murs et résister à n'importe quel choc. Le feu, les flèches, les coups de marteau, rien n'abîme plus ta peau. À la fin de la journée, on t'accompagne dans ta chambre. À ce moment-là, une alarme se déclenche. Les scientifiques filent en oubliant de fermer ta porte. Tu sors dans le couloir. Tout le bâtiment est éclairé par des lumières rouges. Des sirènes retentissent. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et plusieurs personnes portant des masques à gaz en sortent. Tu te caches dans le bureau le plus proche. Ils passent en courant. Tu regardes autour de toi, tu sembles être dans un laboratoire. Il y a des fioles, des ballons et plein de matériel scientifique. Il y a aussi plein de radiographies sur les murs. Tu trouves une petite lampe de poche et la glisses dans ta poche. Tu remarques alors des documents sur une table. Sur la première page, il y a ta photo. Tu regardes le dossier mais tu ne peux rien lire, car des symboles étranges remplacent les lettres. On dirait une langue inconnue. Quelqu'un t'attrape par derrière. C'est une jeune fille. Elle pleure et demande de l'aide. Ses larmes coulent sur tes mains. Des scientifiques entrent dans le bureau et emmènent la jeune fille. « Fuyez !» crie-t-elle avant de disparaître. Tu regardes l'un des médecins et demandes « C'est quoi cet endroit ? Retournez dans votre chambre, s'il vous plaît. » Te répond-il poliment. Tu quittes le bureau et sens une odeur étrange. Ce sont tes mains. Elles sentent l'essence. Ce doit être les larmes de cette fille. Elle pleurait de l'essence ? Tu vas te coucher en décidant de t'échapper de cet endroit dès le lendemain. Tu es nerveux. Quelque chose se passe soudain dans ton corps. Tu regardes ta main et vois ton reflet. Ta peau s'est transformée en miroir. Génial! Un autre super pouvoir! Tu fouilles dans ta poche pour sortir ta lampe et tu trouves une carte magnétique. Cette fille a dû la glisser dans ta poche après l'avoir volée au médecin. Maintenant, il ne te reste plus qu'à la retrouver et à vous sauver d'ici. Alors que tu cours sur un tapis roulant, tu demandes à aller aux toilettes. Les scientifiques t'attendent derrière la porte. Tu te laves les mains et te regardes dans le miroir. Tu as une idée. Tu actives ta capacité miroir et tu te fonds alors avec le miroir des toilettes. Tu attends. Les scientifiques font alors irruption dans la pièce, mais ils ne te remarquent pas. Après avoir dit quelque chose dans une langue inconnue, ils partent. Soudain, l'un d'eux revient. Il regarde son reflet dans le miroir, directement devant ton visage, mais il ne remarque rien. Puis, il s'en va. Après un moment, tu sors et cours dans le couloir. Tu entends des voix derrière toi. Tu transformes encore ta peau en miroir et tu te colles au mur. Un groupe de scientifiques passe en courant. Tu pars dans l'autre sens, traverses un long couloir et finis dans une impasse. Sans hésiter, tu défonces le mur et tu te retrouves dans une immense pièce. Il y a plein de cellules fermées avec des gens à l'intérieur. Tu t'approches et remarques que l'un d'eux est couvert de flammes. Un autre a des plantes qui poussent sur sa tête à la place de ses cheveux. Il y a des gens avec des super pouvoirs bizarres partout. Tu utilises la carte magnétique pour ouvrir toutes les cellules. Mais personne ne sort. Pourquoi fais-tu ça ? Tu ne sais pas encore ? Demande une vieille dame avec une lanterne à la place d'un œil. Dans l'une des cellules, tu vois la fille qui t'a donné la carte. Tu lui demandes de te suivre, mais elle secoue la tête pour dire non. À ce moment, l'alarme se déclenche à nouveau. Les portes se ferment. Tu quittes la salle en courant et tu te retrouves dans un long couloir sombre. Tu fermes la porte et tu brises le verrou. Il fait tout noir. Tu allumes ta lampe et la colles contre toi. La lumière se reflète sur toi et illumine tout le couloir. Tu avances et remarques une autre source de lumière. C'est une fenêtre, enfin! Tu cours aussi vite que tu peux. Tu t'approches de cette petite issue. Tes poursuivants franchissent la porte et te crient quelque chose que tu ne comprends pas. Tu ne penses qu'à t'échapper. La fenêtre se rapproche. La lumière de la liberté brille de plus en plus. Tu serres les poings pour briser la vitre. Il ne te reste que quelques pas et... tu t'arrêtes. Tes yeux se remplissent d'effroi. Ton corps tout entier se met à trembler. Ce que tu vois derrière la fenêtre te pétrifie. Tu vois un énorme champ d'astéroïdes, les lumières d'une planète violette inconnue et des projecteurs lumineux. Tu réalises alors que tu n'es pas sur Terre, mais dans un énorme vaisseau spatial. Tu es peut-être à l'autre bout de la galaxie. Ces êtres, quels qu'ils soient, t'ont enlevé pour mener des expériences sur toi. Tu es tellement choqué que tu perds connaissance.
Il fait noir. Tu reprends enfin tes esprits. Tu vois plusieurs personnes en combinaison de protection. Tu ne sais pas où tu es et tu ne te souviens de rien. Comment vous sentez-vous ? Te demande alors un médecin. Viens ici, Toutou. Au pied. Ah! Tu sais, on est amis maintenant. Vraiment, je n'ai jamais eu d'amis. Dis-moi, pourquoi vous êtes tantôt des humains et tantôt des lézards? Et pourquoi votre planète ressemble-t-elle à la Terre, avec la même gravité et les mêmes plantes? Je ne sais pas. Pendant la journée, on est des humains. La nuit, on se transforme en lézard. Dis, à quoi ça sert, les amis? Un ami est toujours gentil avec toi. Donc, laisse-moi partir et je te ramènerai plein de feuilles. Ok, allons-y. Arrêtez! Oh non! Voilà le chef de la planète lézard! Je vais me transformer en humain et prendre ta place pour toujours. Mes amis et leurs super pouvoirs ne vont pas tarder à venir me sauver. J'en doute. Ils sont nos prisonniers et ils ne vivront que jusqu'à la prochaine lune. Passé ce délai, nous serons enfin débarrassés d'eux. Prends ma place si tu veux. Voyons si tu aimes tant être fait de verre. Et je te briserai en un clin d'œil. Ne t'inquiète pas, je trouverai un remède à cette fragilité et je me débarrasserai de cette peau de verre. Encore? Pourquoi ça ne marche pas? L'amour de quelqu'un le protège. Claire! Il ne nous est d'aucune utilité dans ce cas. Nos semblables décideront de son sort. Je n'ai que des larmes ordinaires. Où sont passés mes super-pouvoirs? Et moi, je ne peux rien faire. On est fichus. Nous allons trouver une autre solution. Silence ici. Monsieur, il y a une erreur. On est des gens normaux. Nous sommes juste en voyage. D'après la loi, on a au moins droit à un coup de fil, non? C'est ça, oui. Et pourquoi pas 100 balles et un Mars? Vous n'avez qu'un seul droit ici, celui de la boucler. Les amis, c'est Sky. Qu'est-ce qu'ils veulent lui faire? Vous entendez? C'est Sonic. Oh, mais qui est ce toutou tout mignon? Viens voir un peu par ici. Plus vite, Sonic! Plus vite! On doit sauver Sky! Mes chers concitoyens, aujourd'hui, nous devons juger cet homme. Il a tenté d'envahir notre planète. Nous avons déjà fait preuve de clémence envers les étrangers et ça a tourné au drame. Ouais, châtiez-le! Châtiez-le! Bouh! Je ne comprends pas, quelle planète est-ce qu'on a envahi? Et toi, dis-nous, on n'est pas sur Terre? Non. Où vas-tu? Ah, maintenant, c'est pourquoi on ne peut pas appeler nos parents. Il y a quelques années, on a aperçu un vaisseau dans le ciel. Il a atterri ici même. Il nous a proposé de guérir toutes nos maladies et de nous aider à bâtir une meilleure civilisation. Mais il nous mentait. Il cherchait des cobayes pour tester son satané sérum. C'est ainsi que les habitants de notre planète se sont transformés en lézards. Nos chercheurs ont essayé de trouver un remède, mais il ne fonctionnait que le jour. L'alchimiste s'est réfugié dans le volcan pour terminer ses expériences et répandre d'autres substances dangereuses sur notre planète. Mais cette fois, nous punirons ceux qui sont venus sans être invités. Brisez l'homme de verre!
Vous ne valez pas mieux que cet alchimiste. Vous, peuple lézard, vous avez pris la forme de mes amis avant de les séquestrer. Vous vous croyez humains, mais vous vous comportez comme des bêtes. Salut, les imposteurs. Regardez, ils sont 4, mais qui sont les vrais? Sky! Les amis, vous êtes vivants. Où sont grand-mère et John? Ils sont en sécurité, mais nous n'avons plus de super-pouvoirs. Pas de problème, on va trouver une solution. Sonic, viens ici, mon grand. L'alchimiste vous a privé de votre humanité, et vous avez le droit d'être en colère. Mais si vous vous comportez comme des animaux, vous détruirez l'humain qui est en vous. Tu as raison, Sky. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes humains. Nous devons restaurer notre civilisation. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Ce n'est pas facile de vivre dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est l'alchimiste qui détient l'autre partie du remède. Nous allons vous aider, peuple de Lézardville. Nous allons trouver cet alchimiste et nous récupérerons la deuxième partie de la recette. Vous devez faire vite avant qu'il ne fasse noir. Je vous montre le chemin. Oh, quelle puanteur! C'est du soufre. C'est difficile de respirer. Bizarre, moi, je ne sens rien. Des sentinelles de pierre! L'alchimiste les a créés pour se protéger. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Sky, comment allons-nous faire face à l'alchimiste sans nos super pouvoirs? Il nous reste ma super peau. Elle est plus pratique que prévu. C'est ça ce que vous cherchez. Donnez-nous le remède, et nous ne vous ferons aucun mal. Impossible! C'est le docteur Nerville! Qui vous a dit que je comptais me battre? Sky! Non! Bob, vérifie les coordonnées. Est-ce qu'on s'approche de la Terre? Ouais, on est à mi-chemin, mais on a reçu l'ordre de ne pas retourner sur nos pas. Je ne suis pas franchement le meilleur pour respecter les ordres. On va bientôt revoir le ciel bleu. Vitesse maximale droit devant. Espérons ne pas croiser de trous noirs. Sky, des météorites. Elles se dirigent vers nous. Activation des boucliers. Ok, selon le radar, elles se dirigent vers nous à une vitesse de 96 560 km/h. Ça nous laisse du temps. Bob, dirige toute la puissance vers les propulseurs. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Les boucliers sont à 70% de leur capacité et ils sont en train de s'abîmer très vite. Sky, dirige toute ta puissance vers le laser. Tu es sûr? Nous n'aurons aucune protection. On n'a pas le temps. C'est fait. Laisse-nous passer. On doit rentrer à la maison. Yeah! Top là, Bob! Sky, regarde! Oh non, non! Le trou noir! Est-ce qu'on a encore du jus? Pas vraiment. Il nous reste 5 minutes avant que le champ gravitationnel du trou noir ne nous avale. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Attention. John, sors le bloc d'alimentation, vite! Bob, envoie une boule d'énergie. Claire, prépare-toi pour l'allumage. Allez, 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 démarre! 3, 2, 1, c'est parti! Les moteurs sont allumés. Maintenant, on fonce tout droit. Comment ça se fait que le vaisseau ne bouge pas? C'est trop tard. On est déjà sur l'horizon, le point de non-retour. On n'a pas assez de puissance pour sortir de sa gravité. On est trop proche. Si je me brise à cause des surcharges, ça n'arrivera pas, je suis là. Tenez-vous bien! Sky! Tout le monde va bien? Grand-mère, fais-nous de la lumière. Ça ne fait pas peur du tout ici. On peut voler vers le futur. Regardez, la lumière de tout l'univers est rétrécie. Grand-mère, essaye de viser ce point avec la lumière, puis allume ton téléport. Nous sommes déjà au cœur du trou noir. Le téléport ne marche pas. Comment va-t-on sortir d'ici? Aucune idée.
Je doute que quelqu'un se soit déjà retrouvé dans cette situation. J'espère que quelqu'un répondra à notre signal. Le temps passe à une vitesse différente ici. Une seconde ici correspond à un jour, ou même à une semaine sur Terre. Des années vont s'écouler sur Terre pendant qu'on est bloqué ici. Qu'est-ce que c'était? Attachez vos ceintures! Youpi les amis, on est sur Terre, on est à la maison. Hé, attendez-moi. Claire, Bob, grand-mère, John, où êtes-vous? Ils ont dû partir chercher de l'aide. Bon Sonic, puisque nous avons traversé le trou noir, il se peut qu'on ait voyagé vers le futur. Ouh, bonjour, on est en quelle année? 2250. Quoi? Sonic, on est arrivé vraiment loin. Bob va être super content. Excusez-moi, est-ce que vous avez du pain et de l'eau? J'ai des bananes et des feuilles d'eucalyptus. Hein? Comment? Vous mangez des feuilles ici? Oui, c'est très bon pour la santé. Je veux bien le croire. Au fait, avez-vous vu quelqu'un d'autre dans le coin? J'ai vu une fille et un grand gaillard. Ils sont allés vers la cascade. Suis-moi, je te montre. Claire, Bob, les amis, le téléport de grand-mère a marché finalement. Hé, on est en 2250, vous imaginez? Bon, au moins on est sur Terre. Chut, Sonic, tout va bien. Où sont grand-mère et John? Ils se reposent là-bas dans la grotte. Dis-moi, comment me rendre à la ville la plus proche? On doit chercher des pièces de rechange pour la navette. Il y a une ville pas loin, mais il va bientôt faire noir. Il vaudrait mieux trouver un abri et attendre demain. C'est trop dangereux. Non, non, on doit y aller tout de suite. Les gars, il faut réparer la navette et retourner à notre époque. Sky, écoute-le. Il sait de quoi il parle. Regarde, le soleil se couche. On doit aller tout de suite dans la grotte. Les gars, qui vous prend? Vous avez mangé trop de feuilles ou quoi? Tant pis, j'y vais tout seul. Sonic, nos amis ont un comportement bizarre. Blablabla, c'est quoi ce froid? Oh non, 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 non! Ouf, vous aviez raison. On doit d'abord explorer l'île. Il fait super froid dehors. Allumons un feu. Claire, tu peux m'aider? J'ai laissé mon briquet sur la navette. Mais tu pleures de l'essence. John, est-ce qu'on peut avoir des brindilles pour le feu? Mais qu'est-ce qui vous prend? Grand-mère, Bob, arrêtez de manger les feuilles. Elles ont un effet bizarre sur les gens. Qu'est-ce qui se passe? Ne me touchez pas! Où sont mes amis? Qui êtes-vous? Et pourquoi la Terre est-elle habitée par des lézards géants? Qui te dit qu'on est sur Terre? La première chose que tu remarques, c'est une sensation de lourdeur enveloppante, comme si tu dormais sous une couverture douce mais lestée. C'est agréable et tu n'as pas l'énergie de faire quoi que ce soit, mais tu parviens à trouver la force nécessaire pour déplacer cette couverture. Tu ouvres les yeux et... c'est bizarre. Il y a tout autour de toi comme une lueur bleue. Tu veux te frotter les yeux et tu découvres que tu as des tentacules à la place des mains. Et si on sautait la partie où tu es terrifié, tu n'arrives pas à croire que tu t'es transformé en kraken. Après quelques jours d'horreur existentielle, de panique et de folie furieuse, tu te calmes enfin. Maintenant, essayons de savoir ce que ça fait d'être le monstre le plus terrifiant des océans. Cette couverture lourde, c'est la pression de l'eau. Elle est colossale à la profondeur où tu vis caché. Peu d'êtres vivants peuvent la supporter. Emmène une voiture à cette profondeur et elle se disloquera immédiatement sous cette masse énorme. Mais tu es le Kraken. Tu es plus puissant que n'importe quelle voiture.
Ton corps ne se rompt pas dans de telles conditions. Ta peau élastique et épaisse peut supporter la pression la plus forte et tes muscles robustes te permettent de te déplacer sans problème. Et cette lueur bleue alors? Tu te trouves à une profondeur où la lumière du soleil ne pénètre qu'à peine. À cause de la pression de l'eau, tu ne sais pas vraiment où est le haut et où est le bas. Mais heureusement, tu as des yeux immenses qui, comme les lentilles d'un télescope, parviennent à capter la lumière qui vient de la surface. Une personne ordinaire ne verra qu'une obscurité opaque à cette profondeur. Mais tu as un dispositif de vision nocturne intégré à tes yeux, et donc tu vois cette lueur bleue. Il n'y a presque rien si proche du fond de l'océan. Il n'y a que du vide, infini et lourd. Tu vois quelques poissons et des épaves de navires. Les créatures marines que tu croises ici sont plutôt étranges. Voici des poissons pêcheurs, et là, toutes sortes de calmars transparents. Ici, les calmars géants sont tes seuls amis, et tu es comme un roi pour eux. En général, on s'ennuie pas mal au fond de l'océan. On dort et on mange, c'est à peu près tout. Et si tu nageais un peu plus haut pour voir ce que tu peux te mettre sous la dent? Tu t'élèves et l'eau autour de toi s'illumine peu à peu. Il y a de plus en plus de soleil par ici. Et tu rencontres enfin d'autres habitants océaniques. Les tortues, les requins, les poulpes et les raies s'enfuient dès qu'ils te voient. Mais pas les méduses. Tu ne les inquiètes pas. Tu cherches quelque chose à manger et tu remarques un banc de poissons. Super, ton déjeuner est prêt. Après avoir mangé, tu traînes un peu, t'amusant à faire peur aux poissons et aux dauphins. Ces tentacules si agiles sont vraiment géniales. Et tu en as 10. Il t'est impossible d'exprimer ce que tu ressens, chacun de tes doigts est devenu immense, on dirait des queues de billard. Et c'est incroyable. Quand tu étends tes tentacules, ils deviennent aussi longs qu'un Boeing. Et puis il y a toutes ces ventouses dessus. Tu peux attraper n'importe quoi, si fermement qu'aucune créature ne peut t'échapper. Et grâce à tes nouveaux bras, tu nages vraiment très vite. D'abord, tu les disperses, puis tu les réunis et ils te propulsent en avant. Les puissants courants d'eau que tu crées en te déplaçant éloignent tous les autres poissons. Tu remarques une baleine bleue. C'est le plus grand mammifère du monde. Mais à côté de toi, elle ressemble à un chiot. Alors tu nages, tu manges, tu fais peur aux poissons et aux autres créatures marines et... c'est tout. Ta vie est plutôt morne. Combien de temps cela va-t-il durer? Une centaine d'années? Un millier? Tu veux t'amuser un peu, alors tu montes jusqu'à la surface. Et là, le vif éclat du soleil t'éblouit. Tu essaies de t'y habituer. L'eau est calme, il n'y a pas de vent. Tu regardes autour de toi et tu remarques un minuscule point droit devant. Génial! C'est un grand bateau de pêche en bois et avec des voiles. Tu vas enfin pouvoir t'amuser. Tu as hâte de rencontrer des gens et de leur parler de toi. Alors tu nages joyeusement vers le bateau. Si quelqu'un te voyait, il te trouverait probablement bien effrayant. Tu te retrouves coincé dans un filet de pêche. Comme il est mince, tu peux le déchirer sans problème et tu remontes vers la surface. Les personnes sur le pont du bateau sont terrifiées. Elles crient et courent dans tous les sens. « Hé les gars, où est-ce que vous allez? Je veux juste un peu jouer avec vous. » Il te paraît si petit. Les pêcheurs te lancent des harpons et des haches, mais tu ne ressens aucune douleur. Tu poses un tentacule sur le pont et tu le brises sans faire exprès. Le navire est très fragile, un peu comme une boîte d'allumettes. Mieux vaut ne pas y toucher. En te retournant, tu fais accidentellement chavirer le bateau. Tous ceux qui étaient à bord sont maintenant dans l'eau. Heureusement, tu as assez de tentacules pour tous les sauver. En attrapant les pêcheurs, tu lis l'horreur dans leurs yeux. Il y en a même un qui s'évanouit. Tu remets le bateau sur l'eau et tu aides tout le monde à regagner le pont. Puis tu pousses le navire en direction de la terre ferme. Mais il vaut mieux que les gens sur le rivage ne te voient pas. Ces marins raconteront partout comment ils ont survécu à leur rencontre avec un monstre géant. On dira que tu es terrible, mais personne ne pensera à mentionner que tu les as aussi sauvés. Quelle injustice! Tu retournes dans les profondeurs de l'océan et tu t'endors. Des sons étranges te réveillent. C'est comme de l'eau qui coule d'un robinet dans un évier. Tu ouvres les yeux et tu perçois de faibles éclairs autour de toi. Voilà qui est intéressant. Tu nages et tu te rends compte que c'est un orage qui t'a réveillé. Il semble plutôt violent. Le ciel est noir et les vagues sont énormes. Tu remarques un grand navire au milieu de tout ce chaos. Ce bateau est différent de ce que tu as pu voir auparavant. Il est tout en fer et il n'a pas de voile. C'est un cargo moderne. Il semble que tu te sois endormi pendant quelques centaines d'années.
Les gens à bord t'aperçoivent et lancent une fusée de signalisation. Une lumière rouge vif t'éblouit. En déployant tes tentacules, tu pousses involontairement le navire. Mais comme il est lourd, il ne chavire pas. Il semble que les technologies aient avancé pendant que tu dormais. La tempête se fait plus violente. Le bateau roule puissamment sur la surface des eaux. Tu essaies de le retenir avec tes tentacules, mais cela ne fait qu'effrayer les personnes à bord. Ils hurlent et tu comprends leur réaction. Un monstre gigantesque est sorti des profondeurs noires et s'est accroché à leur navire. Tu n'aimes pas voir qu'ils ont peur de toi, alors tu décides de t'éloigner. Malheureux, tu vas te cacher tout au fond de l'océan. Être le kraken n'est plus très amusant. Seuls les poissons t'acceptent et ils sont muets. Horrifier les hommes te fait une peine immense. Tu te sens seul au monde. Tu manges ton déjeuner et tu te rendors. « Hé, monsieur Kraken, vous m'entendez ?» dit une voix. Tu te réveilles et tu frissonnes apeuré. Qui a parlé ? Toutes ces histoires au sujet du Hollandais volant sont-elles donc vraies ? Est-ce que c'est un fantôme que tu viens d'entendre ? Je comprends que vous soyez troublé, monsieur Kraken. Nagez jusqu'à la surface et vous saurez tout. Quelques minutes plus tard, tu sors de l'eau et tu vois un énorme vaisseau volant. Il flotte juste au-dessus de la mer. Mais le plus fantastique, c'est que les gens qui sont à bord n'ont pas peur de toi. Ils te regardent avec curiosité et même avec une certaine sympathie. Tu remarques un homme avec un casque étrange parmi eux. « Salut, c'est moi qui vous parle grâce à cet appareil de télépathie. Vous pouvez aussi communiquer avec moi par la pensée. » Nous sommes au 24e siècle. Les hommes ont inventé une technologie qui leur permet de communiquer avec les animaux. Ils ont découvert que la plupart des créatures n'ont pas de pensée articulée. Elles ne vivent qu'avec leur instinct. Mais un jour, ils ont détecté une activité cérébrale venant des profondeurs de l'océan. Et ils t'ont découvert. Tu es l'un des êtres les plus intelligents de la planète. Et les hommes veulent communiquer avec toi. Enfin, ta vie solitaire est terminée. Le mégalodon est le plus grand requin ayant jamais vécu. Ce n'est pas tout, c'est aussi l'un des plus grands poissons et le plus grand prédateur de l'histoire de notre planète. Il était plus de 3 fois plus grand que le plus grand requin blanc connu. On a également découvert que les femelles faisaient environ 2 fois la taille des mâles. Le mégalodon aurait pu avaler une petite voiture sans même qu'elle ne touche ses dents. Si les voitures avaient existé à l'époque, bien sûr. En fait, le meg était si grand et si puissant qu'il n'avait aucun prédateur naturel. Il était le roi incontesté des mers, nageant librement d'un océan à l'autre. Cette créature nomade a été retrouvée dans le monde entier, de l'Amérique à l'Europe, en passant par l'Australie et le Japon. Des fossiles ont été trouvés sur tous les continents, sauf en Antarctique. Les scientifiques nous disent que le mégalodon s'est éteint il y a plus de 3,6 millions d'années. Mais pourrait-il être encore en vie dans les abysses ? Le nom redoutable de mégalodon vient de 2 mots grecs. Méga, qui signifie grand, et odon, qui se traduit par dent. Combiné, il signifie donc grande dent. Et cet animal porte certainement bien son nom. Une seule de ses dents fait la taille d'une tête humaine. Et il en avait 276 au total, répartis sur 5 immenses rangées terrifiantes. Dans toute l'histoire, seuls quelques félins à dents de sabre ainsi que le T-Rex ont pu avoir des dents plus grandes que ça. Un combat entre ces animaux devrait sans aucun doute valoir le spectacle. Le mégalodon, disparu il y a des millions d'années, n'a laissé derrière lui que ces énormes dents dont les archéologues modernes ont retrouvé de rares exemplaires. Sachant que moins de 5% de l'océan a été exploré, qui sait ce qui se cache tout au fond ? Si tu parvenais à descendre, il est cependant peu probable que tu tombes sur un meg. Les requins, comme nous, préfèrent les eaux côtières tempérées. La vie dans les profondeurs de l'océan serait trop froide pour ces animaux, et la nourriture rare. Leur corps aurait aussi dû évoluer pour résister à l'immense pression de l'eau. Il est donc peu probable qu'ils soient encore là. Mais rien n'est impossible. Maintenant, parlons un peu de l'apparence du mégalodon. D'après les scientifiques, il ne ressemblait pas à un requin blanc. Le mégalodon appartient à une famille de poissons différentes et ressemblait plus probablement à une sorte de gigantesque requin-taureau. Pourvu d'un museau aplati et de petits yeux, sa nageoire dorsale placée vers l'arrière de son corps. Le requin-taureau possède 2 nageoires dorsales de même taille. Il est généralement de couleur brun clair avec un ventre blanc. Il est possible que le mégalodon ait eu des taches brun-rouge, tout comme le requin-taureau, sur toute la surface de son corps. Dès les premières découvertes de fossiles, nous avons eu l'habitude de considérer le mégalodon comme l'un des animaux les plus effrayants ayant jamais existé.
C'était à l'époque de la Renaissance. Des gens avaient trouvé des dents dans les rochers. Au début, ils ont pensé que ces dents étaient des langues de dragon ou de serpent. Et voici le premier dessin de ce à quoi ressemblait soi-disant le propriétaire de ces dents. Un museau massif avec un nez effrayant et tout un tas de dents aiguisées comme des couteaux. On décrit généralement le mégalodon comme une sorte de requin blanc géant. Mais il ne s'agit là que d'une légende. En fait, l'ancêtre du grand requin blanc d'aujourd'hui a vécu à la même époque que le meg. Mais ils n'étaient certainement pas très copains, voire même plutôt en compétition l'un avec l'autre. Le grand requin blanc était meilleur à la chasse, car plus petit et donc plus agile. Il pouvait rapidement voler ses proies au meg. On sait également qu'il dévorait les petits de notre mégalodon. Il ne faisait que la moitié de sa taille. Cela, sans doute, était l'une des causes de son extinction. Nous avons aussi des preuves que les mégalodons étaient des chasseurs brutaux, rois de la chaîne alimentaire. Leur technique de combat favorite était le bélier. Le mégalodon nageait plutôt lentement, mais il était incroyablement massif. Malgré cette lenteur, son coup de bélier avait une puissance énorme. Prenant sa proie par surprise, il n'avait en général qu'une seule chance de la toucher. S'il la manquait, il lui fallait trop de temps pour tenter un deuxième round. Question mobilité, le mégalodon était comparable à un très gros camion. Si le grand requin blanc n'était pas de taille à affronter un meg adulte en face à face, il n'avait pas peur de lui voler sa nourriture. Il ne restait plus que les gros poissons et les baleines pour le meg. Mais ces réserves ont commencé à s'épuiser lorsque les baleines ont migré vers des mers plus froides. Les baleines se sont adaptées à vivre à des températures plus basses, laissant notre ami le meg pratiquement sans ressources. Les mégalodons sont donc soit morts de faim, soit ils se sont éteints à l'ère glaciaire. Comme nous l'avons évoqué, le mégalodon ressemblait davantage à un requin taureau ou bulldog qu'à un grand requin blanc. Il possédait une mâchoire inférieure plate et d'énormes nageoires pectorales afin de soutenir son poids et son imposante taille. Aussi effrayants qu'ils puissent paraître, ces requins étaient en fait très attentionnés envers leurs petits. On a découvert en Floride, dans le Maryland et au Panama plusieurs zones où les mégalodons s'occupaient des plus jeunes de leur famille. Ils donnaient naissance à leurs petits dans des eaux peu profondes. Nous le savons car nous avons découvert un tas de petites dents de mégalodons dans ces endroits. Mais comment se fait-il qu'on trouve encore autant de dents de mégalodons ? En fait, en raison de leurs habitudes alimentaires désordonnées et agressives, les requins perdent régulièrement leurs dents. Ils perdent leurs dents 2 à 4 fois par mois. Cela fait 40 000 dents au total dans une vie. Ils doivent accumuler des fortunes auprès de la petite souris. Leurs dents pleuvent continuellement dans le plancher océanique. Par chance, elles sont aussi la partie la plus dure du squelette d'un requin. C'est pourquoi tant de dents sont arrivées jusqu'à nous sous la forme de fossiles. Les premières découvertes de dents de mégalodons ont semé une grande confusion. On a d'abord pensé que ces dents étaient les langues calcifiées d'anciennes créatures serpentines. On les appelait même des pierres-langues. On a également cru que le mégalodon avait existé en même temps que les dinosaures. Ce qui aurait été plutôt cool. Les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. Mais les mégalodons sont arrivés bien plus tard. Le vieux fossile du meg n'a qu'environ 23 millions d'années. Même s'il est difficile d'avoir une date vraiment précise. Après tout, les calendriers n'avaient pas encore été inventés. Cette espèce s'est éteinte bien avant que les premiers hommes n'entament leur évolution. Les premiers Homo sapiens, ainsi qu'on désigne les premiers humains, ont commencé à apparaître il y a environ 2,5 millions d'années. Et si le mégalodon ne s'était pas éteint ? Les populations de baleines ont considérablement diminué à l'époque où ils semaient la terreur dans les mers. Ils ne disposeraient donc pas de cette ressource en quantité. Les baleines sont également plus intelligentes. Ayant appris au fil du temps de nouvelles manières de se défendre, elles sont ainsi devenues plus difficiles à attraper. On estime que les mégalodons mangeaient environ 12 tonnes de nourriture par jour. Le kraken est un calmar colossal, un monstre marin légendaire. Le plus gros calmar que tu pourrais jamais imaginer. Si ce monstre avait existé, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le kraken possède de puissants tentacules, des muscles robustes dotés de ventouses auxquelles il est impossible d'échapper. Le kraken peut briser un navire en deux, ou simplement le tirer vers les profondeurs. Mais le pire au sujet du kraken, c'est sa taille. Selon de vieilles histoires de marins, sa taille équivaudrait à une dizaine de terrains de football. Mais serait-il habile avec un ballon ? D'après les légendes, ce monstre était si gigantesque que les marins, en le voyant, le prenaient d'abord pour une île. Dans les siècles passés, il aurait été impossible de vaincre une telle bête. Et si le kraken avait bel et bien existé, il aurait pu avoir une progéniture. Oui, dans tous les océans du monde, il y aurait aujourd'hui d'énormes monstres capables de détruire n'importe quel navire. Il serait peu probable que le kraken possède des concurrents. Sa population connaîtrait donc une forte croissance.
Étant donné la taille du kraken, il lui faudrait des quantités considérables de nourriture, et les populations des autres grands animaux marins diminueraient sensiblement. Les baleines bleues, les grands requins blancs et autres calmars géants, toutes les grandes créatures marines seraient en danger. Le kraken appartient au genre des céphalopodes. Cette espèce comprend les calmars et les pieuvres, certaines des créatures les plus intelligentes de la planète. Dans les légendes, le kraken est un chasseur habile qui ne se battait jamais à découvert. Ces calamars colossaux auraient vécu dans les eaux profondes et ils auraient été dotés de globes oculaires monstrueusement grands. On comparait son œil à une assiette géante. Grâce à ses yeux démesurés, il pouvait voir leur proie de très loin. Et un kraken pourrait donc repérer un navire bien avant que ses passagers commencent même à s'inquiéter. Quoi qu'il arrive, il avait toujours l'avantage. Voilà qui est plutôt effrayant. En 1857, un bec de calmar a été découvert sur la côte du Danemark. D'autres restes de calamars géants ont été retrouvés aux Bahamas, et les scientifiques se sont alors convaincus de l'existence de ces monstres. Bien que nous ayons depuis officiellement découvert l'existence de calmars proprement gigantesques, nous ne savons toujours pas quelle est la taille maximale qu'ils peuvent atteindre. Le fait est que les calmars géants sont l'une des créatures les plus insaisissables qui soient. Ils vivent dans les fonds marins où il est difficile pour les scientifiques de se rendre. Plonger à de telles profondeurs nécessite un équipement puissant et encombrant. Les bathyscaphes et les caméras sous-marines font beaucoup de bruit et doivent être éclairés. Les calmars les remarquent très vite. Ils s'enfuient avant que nous puissions même les apercevoir. Il est difficile de savoir si ces énormes calmars faisaient bien la taille d'une petite île, car en vérité, nous avons étudié moins de 5% des océans. Il se peut que dans les profondeurs, des monstres bien plus terribles que le kraken sévissent. Le ciel brûle. Les océans écument. Le tonnerre et les éclairs grondent. Deux des monstres les plus terribles et les plus puissants s'affrontent en duel. Un signe avant-coureur de la fin du monde. Rien que la vue de ce monstre, l'atroce et terrifiant Cthulhu peut rendre fou n'importe qui. Et le plus gros calmar de la planète se bat contre lui. Une bête qui ne connaît pas la peur parce qu'elle est la peur elle-même. La cause de milliers de naufrages. Le puissant et hideux Kraken. Que commence le combat le plus épique de l'histoire de l'univers. Tu es sur un bateau de pêche qui navigue sur un océan paisible. L'eau est claire comme du cristal et il n'y a pas de vent. La mer se confond avec l'horizon. La terre n'est pas visible et tu te sens libre. Tu regardes sur le côté du bateau et tu remarques quelque chose d'étrange sous la surface de l'eau. Tu flottes au centre d'un énorme rond noir entouré d'un large champ vert. Qu'est-ce que c'est ? Du pétrole se serait déversé dans l'eau et elle aurait pris cette teinte étrange ? Mais alors pourquoi cette forme est-elle si parfaitement ronde ? Soudain, tu réalises ce que c'est et ton cœur fait un bond dans ta poitrine. Le rond noir n'est autre qu'une pupille au centre d'un énorme œil vert. La chose qui te regarde en ce moment est si grande que ton bateau ressemble à une coquille de noix à côté. C'est le Kraken. Mais ne t'inquiète pas, le monstre n'est pas intéressé par une petite proie comme toi. Le Kraken a coulé des navires pendant des siècles et n'a jamais rencontré la moindre résistance. Des milliers d'épaves gisent au fond de la mer, mais à quoi bon ? Le Kraken aspire à un vrai défi, mais il ne le trouve pas. Le plus grand mammifère de la Terre est la baleine bleue, qui n'est rien de plus qu'un petit poisson pour le Kraken. Même un mégalodon ne tiendrait pas une minute contre la bête tentaculaire au cours d'une bataille. Peut-être faudrait-il chercher un grand monstre au fond de la fosse des Mariannes. Non, la pression est trop forte et il n'y a presque rien qui survive si bas. Mais alors, le Kraken a une idée. Il se rend à l'endroit le plus éloigné de la Terre. Un endroit rarement visité et mal exploré. Cet endroit s'appelle le Point Nemo. C'est là, au fond de l'océan, que se trouve l'ancienne ville de Erlaë. Construite bien avant l'apparition des humains. Et au milieu des ruines endormies, l'énorme et puissant Cthulhu est en train de rêver. Cet ancien demi-dieu repose ici depuis des centaines de millénaires. Pendant tout ce temps, Cthulhu a attendu son heure pour faire des ravages sur la Terre. Il dort, mais même dans ses rêves, Cthulhu communique avec les membres de son culte qui le suivent.
il utilise la télépathie pour pénétrer dans leur esprit et leur faire des choses atroces. Mais tout à coup, le sommeil de Cthulhu est interrompu. Qui ose le réveiller si brutalement? Cthulhu ouvre ses yeux rouges de colère, envahi d'algues, et voit devant lui un énorme calmar. Le Kraken a enfin trouvé un adversaire digne de lui. Aussitôt, il se jette sur Cthulhu et enroule ses tentacules autour de la tête du monstre. Le combat commence. Cthulhu pousse lourdement sur le fond de la mer et se précipite à la surface, entraînant le Kraken avec lui. Deux monstres géants, plus grands que les plus hauts gratte-ciel du monde, émergent de l'eau. La mer est déchaînée et les nuages s'amassent au-dessus du champ de bataille. Engagé, Cthulhu frappe le Kraken. Mais ce dernier ne semble rien sentir. Des éclairs zèbrent les nuages noirs et tourbillonnants. Cthulhu tente d'arracher les tentacules du Kraken, mais il s'agrippe fermement au monstre vert. Pendant ce temps, tu te rends au point Nemo pour assister au déroulement de cette épique bataille. Tu dois naviguer depuis la côte du Chili, et des choses étranges s'y passent en ce moment. Des centaines de marins montent à bord de dizaines de navires. Il y a des navires de pêche ordinaires, ainsi que des navires de la marine lourdement armés et chargés. Et quand tu demandes à quelqu'un où vont tous ces gens, ils te lancent tous un regard sombre et te répondent « Vers l'éternité ». Le Kraken prend le dessus, et Cthulhu appelle ses disciples à l'aide. Il espère que les navires pourront l'aider à vaincre son ennemi. Mais il faudra attendre 2 jours avant que les premiers n'arrivent de la terre ferme. Cthulhu finit par se défaire du Kraken et le jette dans l'eau. Le calmar attaque à nouveau, mais Cthulhu l'attrape par les tentacules et le soulève au-dessus de sa tête. La foudre frappe le Kraken, mais ce n'est qu'une vulgaire petite étincelle pour le monstre géant. Pendant ce temps, les marins médusés se tiennent sur le pont et regardent en direction du champ de bataille. La nuit, ils s'endorment et rêvent tous de l'ancienne cité de Herlai. Au centre de celle-ci se trouve une chapelle tordue, et à l'intérieur, Cthulhu est assis sur son trône, convoquant ses disciples. Jour après jour, nuit après nuit, les monstres se battent en jetant toute leur force dans la bataille. Et enfin, de petits points se rassemblent autour d'eux. Les bateaux sont arrivés. Ils sont prêts à attaquer le Kraken, et Cthulhu leur donne un ordre mental. Mais le Kraken a d'autres atouts dans sa manche. Il n'a pas coulé des navires juste pour s'amuser. Très souvent, il a sauvé des milliers de créatures marines prises dans leurs filets de pêche. Et maintenant, avec leur descendance, elles viennent de tout l'océan pour aider le Kraken. Des pieuvres géantes, des baleines bleues, des grands requins blancs, des anguilles électriques, ils attaquent tous les navires ennemis. Les baleines percutent les sous-marins et les anguilles court-circuitent les moteurs des véhicules avec leurs décharges électriques. Soudain, le Kraken plonge sous l'eau. A-t-il abandonné? A-t-il eu peur? C'est peu probable. Cthulhu regarde au fond de l'océan et attend que le calmar attaque. Le Kraken nage sous les combattants et les poissons. Il commence à faire tournoyer ses tentacules, créant un énorme tourbillon. Les bateaux sont maintenant condamnés et Cthulhu ne peut compter que sur lui-même. Le Kraken est une créature puissante, mais il reste un animal après tout, tandis que Cthulhu est aussi intelligent que malveillant. Il comprend que le Kraken est un monstre marin et qu'il peut être vaincu une fois sur Terre. Le rugissement de Cthulhu fait trembler le ciel. Les éclairs frappent l'océan. L'eau est en ébullition. L'ancienne cité des Herlai s'élève du fond de la mer. Le Kraken ne peut pas s'échapper de là. Il a besoin d'eau. Le calmar combat Cthulhu avec ses ultimes forces, mais hors de son élément, il perd rapidement l'avantage. Cthulhu est victorieux. Maintenant qu'il est réveillé, il va détruire le reste du monde, comme on l'avait prédit. Mais le combat n'est pas passé inaperçu. Grâce aux données satellitaires, le monde sait déjà ce qui s'est passé. Et un plan a été élaboré pour abattre l'ancien monstre au cas où il gagnerait. Des avions de chasse entrent en scène et attaquent Cthulhu. Le monstre lève les bras vers le ciel. Des nuages s'amoncellent autour de lui. Une décharge électrique scintille dans les nuages et l'électricité disparaît dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, y compris l'électronique à bord des avions. Ils tombent tous dans l'eau.
il n'y a aucun moyen de vaincre la bête mythique. Mais que se passe-t-il? Les satellites tombent soudainement du ciel par dizaines. Cthulhu ne savait pas que le point Nemo est une décharge pour débris spatiaux. Comme c'est le point le plus éloigné de la Terre, on peut y larguer des satellites inutilisés en toute sécurité. En ce moment même, des centaines d'entre eux tombent sur la ville antique et s'abattent sur le monstre. Désorienté par cet assaut soudain, Cthulhu se replie sous l'eau avec sa ville. Puis il décide de se rendormir pour 1000 années supplémentaires et d'attendre le bon moment pour détruire le monde. La capacité de Cthulhu à contrôler les esprits a fait oublier à tous les témoins de la bataille ce qu'ils ont vu. L'humanité est à nouveau inconsciente des dangers des profondeurs. Cthulhu ne veut pas que les gens soient prêts pour son réveil. Si tu rentres ces coordonnées dans ton GPS, tu verras où se trouve le point Nemo. En 1997, des océanographes ont enregistré un son mystérieux provenant des profondeurs de la mer. Il a été appelé le bloop et peut être facilement trouvé sur Internet. Cet événement a conduit beaucoup de gens à croire en l'existence de Cthulhu. Mais la panique n'a pas duré longtemps. Il s'est avéré que le bloop était le bruit d'un glacier qui se fendait. Ou peut-être que c'est Cthulhu qui a fait croire cela. Qui sait ? Hé, Mégalodon, je sais que tu es là quelque part. J'aimerais tellement te voir juste une fois. Mec, tu sais, c'est aujourd'hui ou jamais. Et s'il ne m'aimait pas? J'ai rêvé de toi. J'ai rêvé que tu m'appelais. Tout le monde est convaincu que tu n'existes pas, mais moi je sais que tu existes. Meg? Lizzie! Désolé, je me suis perdu. Lizzie! Lizzie! Au secours! À l'aide! S'il vous plaît! Dana! Arrête d'entrer chez moi comme ça! Ça va faire 2 jours. Lizzie est encore portée disparue et tu joues avec des bâtons. Qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce que tu lui as dit exactement la dernière fois que tu l'as vue? Tu ne lui as pas fait peur? On devait se voir là où elle attend toujours Meg. Elle pense qu'il ne s'est pas éteint. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça fait dans ta chambre, ça? Elle est où? Je l'ai vue s'éloigner en nageant. Prépare tes bagages. On part à sa recherche. Et laisse tes bâtons, s'il te plaît. Non. J'en ai besoin pour la retrouver. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette île.
C'est Meg! Salut Meg! Tout doux, tout doux. Je ne vais pas te faire de mal. Je suis ton amie. Ne me mange pas, je t'en supplie! Mais attends, tu comprends ce que je dis? Je ne sais pas qui sont ces créatures, mais elles n'ont pas l'air amicales. Oh oui, les chaînes! Hé, qu'est-ce que tu fais? Attends! Waouh! Bien joué! Merci d'être revenu me chercher, Meg. Ok, je suis prête. C'était vraiment génial. C'est quoi ce truc? Tu n'avais rien de mieux? Bah bravo. Parle moins fort. C'est son premier essai. Et elle n'aime pas qu'on la critique. T'es sérieuse? Si on coule, je me venge. Pourquoi est-ce que Lizzie s'en irait à la nage? J'espère qu'elle est sur l'île la plus proche. Je sais pas. Mais on ne rentre pas tant qu'on ne l'a pas trouvée. Vous êtes en couple ou quoi? Burk, j'ose même pas imaginer. N'importe quoi. Le prof de bio l'a trop provoqué avec ses bêtises. On va où? On va sur cette île dont personne ne parle? Non, c'est juste une légende. T'es bête ou quoi? Certaines personnes disent que c'est vrai. N'importe quoi, c'est des légendes urbaines. Mon père a disparu dans ce brouillard. Oh, désolé, je ne savais pas. Je crois que j'ai vu des créatures aux pattes palmées quand Lizzie est partie à la nage. Et tu ne m'as rien dit? On doit se dépêcher. On va à la maison. Je dois te montrer à mon prof de bio. Peu importe à quel point tu aimes ton travail, il y a des jours où tout semble aller de travers. Des délais non respectés, des collègues désagréables ou beaucoup de tâches ennuyeuses. Eh bien, sache que ça pourrait être bien pire. Jetons un coup d'œil à certains des pires emplois que les gens ont dû occuper au cours de l'histoire.
À l'époque d'Henri VII, le travail de certaines personnes consistait à accompagner le monarque aux toilettes. Il devait aussi jeter un coup d'œil à ce qui s'y passait et s'assurer que le derrière de Sa Majesté était bien propre après qu'il avait fait ce qu'il avait à faire. Ce n'était toutefois pas une punition. Les gens étaient même en compétition pour obtenir ce poste. Pourquoi ? Parce que cela signifiait qu'ils avaient accès au monarque dans son état le plus vulnérable. Ce qui signifiait qu'ils pouvaient potentiellement discuter de toutes sortes de sujets et même influencer certaines de ses décisions. En parlant d'emplois ennuyeux, celui de nomenclateur était probablement le pire de tous. Ce n'était en aucun cas dangereux, c'était juste très ennuyeux. Ce que ces préposés faisaient dans l'Europe d'autrefois était tout simplement l'équivalent humain d'un annuaire téléphonique. Ils allaient chercher leur patron à différents endroits et devaient se souvenir de tout ce qu'ils faisaient, des personnes qu'ils rencontraient et tout ce dont ils parlaient. Le travail d'un punkawala était tout aussi ennuyeux. En gros, on peut raisonnablement dire que ces gens n'étaient que des ventilateurs humains. À l'époque où les ventilateurs ou la climatisation n'existaient pas encore, le punkawala passait toute la journée debout à agiter un éventail géant. En voyant des vidéos de bricolage de nos jours, tu te dis sûrement « Mince, faire du savon est si facile et si relaxant. C'est propre et ça sent bon, n'est-ce pas ?» Il faut savoir que ce n'a pas toujours été le cas. Autrefois, être fabricant de savon revenait pratiquement à travailler comme chimiste industriel. À l'époque, le savon était fabriqué avec des ingrédients tels que la lessive, la cendre et les graisses animales fondues. Tout cela était mélangé jusqu'à ce que tous les ingrédients deviennent solides. Comme tu peux l'imaginer, un tel savon ne sentait clairement pas la lavande ou la camomille. Sans compter que ces produits chimiques agressifs pouvaient avoir des effets négatifs sur le fabricant lui-même. Si tu t'es déjà demandé d'où vient le terme « chercher des poux », c'était autrefois un vrai métier. Les perruques étaient très populaires à une époque de l'histoire. Mais le problème des poux était aussi très courant. Que faisaient les chercheurs de poux ? Tu l'auras compris, ils utilisaient de l'huile de lavande et des peignes pour débarrasser les perruques de ces satanées bestioles. As-tu un tapis de course chez toi ? Dans l'Angleterre victorienne, il y avait des gens qui devaient marcher sur une sorte de tapis roulant toute la journée. Ils utilisaient la force de leurs jambes pour moudre du maïs pendant des heures sans la moindre pause. Les ramasseurs de filasse avaient aussi l'un des emplois les plus ennuyeux et fastidieux qui ait jamais existé. Ils devaient défaire des cordes entières à la recherche d'un type de fibre spécifique. La filasse était une fibre très demandée en mer, car elle protégeait le bois de l'eau. Le principal problème était qu'on ne pouvait l'obtenir qu'à partir de l'une des deux sources suivantes, la plante elle-même ou de vieux cordages qui contenaient cette fibre spécifique. C'est pourquoi certains marins à bord étaient chargés de défaire des kilomètres et des kilomètres de cette corde rugueuse et épaisse en utilisant uniquement leurs doigts à la recherche de la fibre. Tu t'es déjà demandé comment les gens arrivaient à se réveiller tôt le matin à l'époque où il n'y avait pas de réveil ou de téléphone portable ? Il s'avère qu'au 19e siècle, en Grande-Bretagne et en Irlande, les gens ont trouvé une solution plutôt créative. Le knocker-up. C'était en fait l'équivalent humain d'un réveil. Au début, ils frappaient simplement à la porte de ceux qui les embauchaient. Mais rapidement, ils se sont rendus compte que c'était assez inefficace. Pire encore, ils finissaient souvent par réveiller les voisins qui ne voulaient encore dormir. Et ceux-ci se plaignaient du bruit. Alors, quelle a été la solution ? Un long bâton avec un pommeau au bout. Comme la plupart des ouvriers vivaient généralement au premier étage, les knocker-up se promenaient dans les rues et utilisaient leurs bâtons pour frapper aux fenêtres. Mais cela ne nous dit pas qui réveillait le knocker-up. Il s'avère que pour obtenir ce poste, il fallait être prêt à dormir pendant la journée et vivre la nuit. Quoi qu'il en soit, lorsque les réveils sont devenus de plus en plus populaires, la plupart des knocker-up ont perdu leur emploi. La profession suivante existe encore aujourd'hui, mais cela ne la rend pas moins dangereuse. Le tristement célèbre trayeur de serpents. Le titre du poste est assez explicite. Il s'agit d'extraire le venin de serpent. Tu te demandes peut-être pourquoi on aurait besoin de faire ça. Il s'avère que cette substance est très recherchée dans le domaine médical. Lorsqu'une personne est mordue par un serpent venimeux, elle doit recevoir un traitement approprié le plus rapidement possible. Et c'est impossible à faire si le venin de serpent n'a pas été étudié à l'avance. La substance récoltée sur les serpents est ensuite lyophilisée et utilisée par des laboratoires spéciaux et des universités pour la recherche et la production d'antivenins. Les gens qui vivaient dans la Rome antique avaient certains des emplois les plus bizarres qui soient. Commençons par le saluti geruli. C'est la version humaine d'un texto, ou d'une carte postale, ou des deux.
Ces personnes passaient leur journée à délivrer des messages élogieux de leur patron à leurs amis ou connaissances. Ensuite, il y avait l'ornatrix, qui était en gros l'équivalent du coiffeur moderne. Le problème est qu'à cette époque, les coiffeurs devaient effectuer des traitements capillaires avec des ingrédients tels que des sangsues ou même des excréments de pigeons. Pour compléter la liste des emplois romains excentriques, il y avait aussi le polisseur. Les Romains étaient très attachés à leur image corporelle. C'est pourquoi ils faisaient appel au service du polisseur qui prenait de la pierre ponce ou un autre matériau abrasif et s'assurait que le corps de ses clients était bien exfolié. Les bouffons de la cour n'étaient pas non plus les plus chanceux. Ils étaient en quelque sorte des comédiens sur commande pour les personnes de haut rang. Ils étaient surtout populaires pendant la période médiévale. Mais leur travail ne consistait pas seulement à raconter des blagues. Selon leur talent, ils devaient aussi inventer des plaisanteries pleines d'esprit, jouer des pièces de théâtre, réciter des poèmes et raconter des histoires, chanter des chansons ou même faire des acrobaties. Toutefois, à l'époque, les gens pensaient que le poste de bouffon de la cour était enviable, car cela permettait de passer beaucoup de temps avec les puissants. Mais était-ce vraiment le cas ? Pas franchement. Les bouffons devaient passer beaucoup de temps à améliorer et à développer leurs compétences pour conserver leur emploi. Sinon, on se lassait d'eux. Sans compter que, la plupart du temps, ils devaient se produire sur commande, sans aucune préparation préalable. C'étaient de vrais maîtres de l'improvisation. Dans la Grèce antique, il y avait des gens appelés gymnasiarques. Tout d'abord, pour pouvoir prétendre à ce poste, il fallait être un homme de 30 à 60 ans et avoir beaucoup d'argent dans sa bourse. Tu trouves que ce n'est pas logique ? Attends l'explication. Les gymnasiarques étaient engagés pour une année seulement, et leur tâche principale était de mettre en valeur les athlètes, de les entraîner et de s'assurer qu'ils participaient aux compétitions. Ils étaient en gros l'équivalent d'un coach personnel moderne. Il y avait cependant un inconvénient. Ces spécialistes n'étaient pas payés pour les services qu'ils rendaient et devaient souvent couvrir tous leurs frais par eux-mêmes. D'où la nécessité de posséder une somme d'argent considérable. L'avantage, c'est qu'ils étaient des personnes très respectées dans leur communauté, et beaucoup de gens les admiraient pour leur discipline et les résultats qu'ils obtenaient.